Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer des courants, parfois un peu contradictoires, qui agitent le monde de la tech. Bonjour, oui, on va se pencher sur une analyse, disons, assez radicale. C'est ça, tiré d'une source vidéo qui a un ton très affirmé. Ça concerne l'avenir du code, de l'IA, et puis aussi des alternatives comme la blockchain, le bitcoin. Hmm. Le point de départ, c'est une affirmation choc, hein. Coder, aujourd'hui, ça mènerait tout droit à la précarité. Carrément. Et qu'il faudrait juste arrêter de coder. Voilà. Donc notre mission, c'est de décortiquer un peu ces arguments qui sont quand même audacieux. Oui, comprendre la logique derrière, voir ce que ça révèle sur les tensions actuelles dans la tech, parce que c'est ça qui est intéressant. Exactement. Et c'est vrai que c'était un point de vue qui ne laisse pas indifférent. Ça va un peu à l'encontre de beaucoup d'idées reçues sur les carrières dans la tech. Tout à fait. La source, elle dresse un portrait très critique du travail dans ce secteur. Elle est aussi sceptique sur l'IA, enfin, sur l'engouement actuel. La fameuse hype. Voilà. Elle soulève aussi des inquiétudes géopolitiques et surtout, elle présente le Web3 et le Bitcoin comme la solution, l'issue viable. On va essayer de démêler tout ça. Parfait. Alors, commençons par la critique du codage des emplois tech. La source décrit des conditions de travail assez sombres, non? Oui, c'est le mot. On parle d'équilibre vie pro-vie perso sacrifié, l'exemple classique, les 2 semaines de congé aux États-Unis, ou devoir demander une autorisation pour un simple rendez-vous chez le médecin. Mhm. Le retour forcé au bureau aussi, c'est pointé du doigt. L'exemple de Google qui imposerait 3 jours par semaine. Oui, Et la source, elle y va fort, elle parle de corvée d'esclaves moderne. c'est fort comme terme, oui. Et cette critique, elle repose sur quoi selon la source? Sur une logique de pression et de réduction des coûts. Ah, Elle cite un commentaire qui serait de Sergey Brin, de Google, qui aurait vanté les semaines de 60 heures, voire 72 heures si on pense au modèle 986 chinois. 9h-21h, 6 jours sur 7. C'est ça, et souvent sans compensation pour les heures sup pour les cadres, les fameux exempted workers aux États-Unis, en gros ceux qui n'ont pas droit aux majorations. D'accord. Et selon la malice de la source, ce durcissement, ça servirait à quoi? À dégager des fonds énormes pour l'IA. Au détriment des employés, donc. Quitte à rogner sur les avantages. Moins de budget pour les bureaux, moins d'efforts pour attirer les talents avec des bunnies, des avantages matériels, quoi. C'est une vision assez négative, hein, quand même. Et il y a aussi les licenciements massifs que la source mentionne. Intel, Meta. Oui, elle cite des chiffres assez brutaux. 20% chez Intel, ça ferait 20 000 personnes. Des coupes chez Meta aussi. Hmm. Et puis, elle s'appuie sur des témoignages trouvés sur Reddit, sur des forums de carrière informatique. Certains parleraient d'un bain de sang pour les jeunes diplômés. Un bain de sang. Est-ce que la source, elle donne des données plus larges ou ça reste sur ces exemples, ces anecdotes? La source, elle utilise principalement ces exemples très médiatisés, oui, et des témoignages anecdotiques pour illustrer son propos. D'accord. On trouve des récits d'anciens de la Big Tech qui décrivent une culture d'entreprise toxique, beaucoup de politique interne, une pression énorme, un sentiment de déshumanisation. Oui. Et il y a cet exemple aussi d'une personne qui serait restée 2 ans au chômage en le cachant à sa famille et qui n'aurait retrouvé un job que par piston. Ça souligne la difficulté du marché actuel, toujours selon cette perspective, hein. Je vois. Et au-delà des conditions de travail, la source pointe aussi une concurrence qui s'accroît. Exactement. La source décrit un environnement devenu chaotique, un véritable bazar concurrentiel, comme elle dit. Un bazar chaotique. Oui, d'un côté, l'IA, présentée comme une menace directe. Elle relaie une prédiction qui viendrait d'Eric Schmidt, l'ex-PDG de Google, Ah oui. qui aurait dit que l'IA remplacerait bientôt la majorité des programmeurs. Elle va même jusqu'à dire que les modèles actuels seraient déjà meilleurs que 60 à 70% des codeurs humains. Ah quand même. 60-70%. C'est audacieux comme affirmation. Sans citer d'études précises, j'imagine. Non, pas d'études citées pour appuyer ce chiffre précis. Elle évoque même Barack Obama pour suggérer que l'initiative Apprendre à coder, c'était dépassé en gros. D'accord. Et l'autre source de concurrence, c'est quoi? L'autre volet, c'est la concurrence humaine plus classique, on va dire, les visas de travail, comme le H1B aux États-Unis. Oui, pour les travailleurs étrangers spécialisés. Voilà. Et puis, l'externalisation massive, l'outsourcing. L'exemple donné, c'est Apple qui déplacerait la production d'iPhone en Inde plutôt qu'aux US. Pourquoi? Parce que les travailleurs américains seraient jugés trop chers et trop activistes, trop revendicatifs. Hmm.
Donc tout ça mis bout à bout, ça brosse le portrait d'un marché de l'emploi tech saturé, sous pression. Enfin, c'est l'analyse très critique de la source. D'accord. Bon, après cette charge contre l'emploi tech traditionnel, la source s'attaque à l'IA elle-même. Elle remet en cause tout l'engouement actuel. Elle parle de hype. C'est ça. L'argument principal, c'est que l'innovation technologique, elle stagnerait depuis une dizaine d'années. Ah bon? Oui, et donc l'IA actuelle, ce serait une sorte de tentative désespérée, la dernière carte à jouer, après l'échec, toujours selon la source, des précédentes grandes révolutions annoncées. C'est-à-dire? Le Web 3 dans sa première version, les NFT, le métaverse, la VR/AR, toutes ces vagues qui n'auraient pas tenu leurs promesses en fait. Mais le scepticisme de la source, il ne s'arrête pas à la critique de l'emballement. Elle avance des arguments techniques assez précis pour dire que l'IA actuelle, elle ne serait pas si révolutionnaire que ça sous le capot. Tout à fait. La source affirme qu'on ne voit aucun progrès réel vers une intelligence artificielle générale, l'AGI. Cette IA un peu mythique, capable de faire n'importe quelle tâche intellectuelle humaine. Hmm. Les fameuses LLM, les grands modèles de langage type ChatGPT, ce ne seraient en fait que de gigantesques modèles statistiques, très forts pour reconnaître des motifs complexes, le pattern matching, et donc simuler l'intelligence. Simuler, mais pas posséder l'intelligence. Voilà. Elle cite d'ailleurs un papier d'Anthropic pour appuyer ça. Pire, les agents IA, ceux qui sont censés pouvoir utiliser des outils logiciels, ils ne feraient que halluciner cette utilisation, sans réelle compréhension. En sophistiqué, sans vraie intelligence. C'est l'idée défendue, oui. Une sorte de perroquet statistique très doué, mais sans vraie compréhension derrière. Elle relaie aussi un point de vue qui serait de Yann Lequin, de Meta AI. Ah oui, une figure connue. Oui, qui rappellerait que l'histoire de l'IA est pleine d'enthousiasmes excessifs pour des paradigmes qui finissent par décevoir. Et Lequin, il se montrerait même désintéressé par les LLM actuels. Trop simpliste. Il faudrait de meilleures approches pour le raisonnement. D'accord. Et pour illustrer ce manque de confiance dans l'avenir porté par l'IA, la source prend l'exemple du rachat massif d'actions par Google, 70 milliards de dollars. L'interprétation est assez directe, non? Oui, elle est très directe et plutôt négative. La source interprète ça comme un aveu d'impuissance. Google ne saurait plus où investir cet argent de manière productive. Ah. Ni dans la fabrication de puces IA à grande échelle, ni dans des embauches massives pour des projets comme les voitures autonomes. En gros, faute de vision claire ou de projets internes assez convaincants, Google préférerait rendre l'argent aux actionnaires. C'est une interprétation assez cinglante quand même. C'est très cinglant. Est-ce qu'il y a d'autres points de vue possibles que la source ignore? Probablement, mais ce n'est pas ce qu'elle met en avant, clairement. D'accord. Donc cette vision pessimiste de la tech est posée. Et ensuite, la source ajoute une couche d'inquiétude, liée à la géopolitique, à l'économie mondiale. Absolument. Elle met en avant l'impact de ce qu'elle voit comme une tendance à la déglobalisation, aux tensions commerciales qui montent. Hmm. Les tarifs douaniers sont évoqués, la position de Trump sur les taxes sur les produits chinois qu'il maintiendrait, et un point critique soulevé, la dépendance énorme vis-à-vis de la Chine pour le raffinage des terres rares. Et ça, c'est important, pourquoi déjà? Parce que ces métaux sont essentiels pour plein de technologies de pointe, surtout la robotique. Le robot Optimus de Tesla est cité. Et selon la source, reconstruire une capacité de raffinage indépendante, ça prendrait 20 à 30 ans. Ah oui, mais c'est énorme. Et les conséquences concrètes de ces tensions sur les chaînes d'approvisionnement, ce serait quoi? La source pointe une baisse déjà visible du transport de conteneurs entre la Chine et les grands ports, comme Los Angeles. Elle cite une chute de 30% sur un an. Déjà. Oui. Et une prévision encore plus alarmante. Moins 60% par le PDG de Flexport, une grosse boîte de logistique. L'impact économique potentiel qui est avancé est colossal. 2 milliards de dollars pour le commerce de détail. 2000 milliards. C'est vertigineux. Comment elle justifie ce chiffre? Elle l'évoque comme une estimation globale des perturbations possibles sur les flux commerciaux. C'est présenté comme un risque majeur. Et le scénario catastrophe, du coup, ce serait? Le risque évoqué, c'est des rayons de magasins vides, un peu comme on a vu pendant certaines phases de la pandémie, Oui. et logiquement derrière, une vague de licenciements, de faillites d'entreprises qui dépendent de ces approvisionnements. Et face à ce risque économique, le conseil de la source est simple et martelé. Préserver son capital, le fameux capital preservation. C'est-à-dire, en gros, rester liquide, éviter les investissements risqués, garder du cash ou des actifs jugés sûrs. D'accord, donc face à ce tableau plutôt sombre pour la tech tradie et l'économie mondiale, où est-ce que la source voit une issue là?
une sorte de salut. C'est là qu'elle bascule vers le Web 3 et le Bitcoin. Exactement. Le Web 3 est présenté comme le bon chemin dont l'industrie tech aurait été détournée. Elle pense surtout à la finance décentralisée, la DeFi. La DeFi, oui. Un système financier sur blockchain, sans les banques traditionnelles. C'est ça, les prêts, les empreintes directes entre utilisateurs, la tokenisation d'actifs réels, transformer de l'immobilier par exemple en jetons numériques échangeables. Mhm. Et tout ce potentiel aurait été freiné, d'après la source, par ce qu'elle appelle la regulation through enforcement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une régulation qui se fait pas par des règles claires à l'avance, mais par des actions en justice, des sanctions après coup contre les acteurs du secteur. Ça crée de l'incertitude. Je vois. Et au sein de ce Web3, les stablecoins, ils ont l'air d'avoir un rôle central pour la source. Oui, il y a un enthousiasme très marqué là-dessus. Elle cite une prédiction de Citibank, un marché des stablecoins qui pourrait atteindre 3 700 milliards de dollars d'ici 2030. 3 700 milliards. Oui, c'est une multiplication par quasi 20 par rapport à la valo actuelle qui est autour de 200 milliards. Ces stablecoins deviendraient même des gros détenteurs de dettes américaines, de bons du trésor. Ah oui. Et elle souligne aussi la rentabilité pour ceux qui émettent ces stablecoins. Tether, par exemple, aurait fait 13 milliards de dollars de profit l'an dernier. Comment? Principalement grâce aux intérêts qu'il touche sur les réserves, souvent des bons du trésor, qui garantissent la valeur du stablecoin. C'est un business très profitable apparemment. D'accord, ça c'est la théorie. Mais est-ce que la source voit des signes concrets que cette infrastructure se met vraiment en place? Oui, elle interprète plusieurs choses comme des signaux positifs. Par exemple, l'assouplissement des règles de la Fed, la Banque centrale américaine, qui permettrait aux banques de gérer des cryptos. Mhm. Elle note aussi que des géants du paiement comme Stripe développent leurs produits stablecoin. Ils viennent concurrencer PayPal, qui a son PYSD, et Coinbase avec l'USDC. Ça bouge donc. Ça bouge. Elle mentionne aussi le lancement d'une nouvelle blockchain, Unichain, par Uniswap, un grand nom de la DeFi. Ça aurait vite attiré 400 millions de dollars de TVL, la valeur totale bloquée. C'est un indicateur clé en défi, ça. Exactement. Elle cite même un exemple de rendement annuel, APY, de 89% sur une paire USDC-WBTC pour montrer l'attractivité potentielle. Et même MetaMask, le portefeuille crypto, permettrait d'utiliser des stablecoins pour payer les frais de transaction. Et ça, pour la source, ça signe le déclin d'Ethereum, jugé trop complexe. Donc, la source voit vraiment un écosystème financier parallèle en train de se construire, brique par brique. C'est exactement l'idée. Une infrastructure financière alternative sur blockchain et stablecoins qui échapperait aux contraintes et aux risques du système classique. Et au sommet de cette pyramide alternative, il y a le Bitcoin, l'actif ultime, selon la source. Tout à fait. Le Bitcoin, c'est l'actif de réserve par excellence dans cette nouvelle ère qu'elle décrit. Elle va même plus loin. Elle dit que c'est une opportunité d'investissement unique, accessible au grand public à un stade qui ressemblerait à un investissement précoce dans une start-up série A Angel Investor. Contrairement au capital risque classique, réservé à une élite. Voilà, c'est ça l'idée. Et quels arguments spécifiques elle avance pour le Bitcoin? On sait que c'est très volatile quand même. Est-ce qu'elle aborde ce risque? Elle se concentre sur une vision à très long terme. Elle regarde le graphique logarithmique du prix du Bitcoin. Et là, elle voit une tendance haussière de fond ininterrompue, avec un objectif potentiel d'1 million de dollars par Bitcoin. 1 million? Oui, elle affirme qu'il dépassera l'or comme principal actif de réserve mondiale. Elle cite Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, qui aurait dit que Bitcoin est une meilleure monnaie que l'or. Donc la volatilité à court terme est... Gommée par cette perspective. Elle est largement éclipsée, oui. Le conflit fondamental posé par la source, c'est ça. D'un côté, l'IA, vue comme une dépense massive de capital, le CAPEX. Les dépenses d'investissement des entreprises. C'est ça. Et de l'autre, le Bitcoin, vu comme un outil de préservation de ce capital. Capital preservation. Et la source, elle parie clairement sur l'éclatement de ce qu'elle appelle la bulle IA, au profit du Bitcoin. Et pour vraiment marquer les esprits, la source finit avec une analogie historique, assez forte, celle du féodalisme. Oui, c'est la comparaison choc, pour finir. La situation actuelle est comparée à l'Europe médiévale, et ceux qui n'adoptent pas le Bitcoin aujourd'hui, ils sont assimilés aux serfs. Aux serfs. Oui, liés à la terre, nés pauvres, condamnés à le rester. Un statut social quasi immuable dès la naissance. C'est une vision très déterministe. Comment elle justifie une comparaison aussi extrême? Ça laisse aucune place au changement, à la mobilité sociale. La logique avancée, c'est que la blockchain viendrait figer le statut économique et social.
pour des générations. Figé, oui. Selon cette perspective, être pauvre aujourd'hui, par exemple, en s'accrochant à un job de codeur sur des technos jugés dépassés, ça signifierait que tes descendants le resteraient aussi, parce que la richesse serait de plus en plus détenue et transférée via la blockchain. La source fait même référence à la révolte des paysans de 1391 en Angleterre, mais pour en tirer une conclusion assez glaçante. La nature décentralisée du Bitcoin rendrait toute révolte future impossible. Impossible. Oui. Contre cette nouvelle aristocratie crypto, contre qui tu te révoltes. Il n'y aurait plus de pouvoir central identifiable à renverser. La blockchain aurait solidifié les inégalités pour très longtemps. Donc, au final, le message de la source est vraiment sans équivoque. Continuer à coder en Java ou React pour des sites web 1.0 ou 2.0, tout en ignorant la blockchain et le Bitcoin, c'est choisir activement la précarité future pour soi et sa famille. C'est exactement le message martelé, oui. L'ignorance ou le rejet de cette nouvelle technologie est présenté comme la cause directe de la pauvreté à venir. C'est très directif. Bon, en résumé, on a exploré une perspective très affirmée, voire extrême, issue d'une source unique. Ça commence par un diagnostic sévère de l'état du travail dans la tech, puis un scepticisme profond envers l'IA. On ajoute des craintes géopolitiques pour finalement promouvoir avec force les stablecoins et surtout le Bitcoin comme la seule voie d'avenir pour préserver et même accroître son capital. Une vision très tranchée. Absolument. Et c'est crucial de garder à l'esprit que c'est une analyse spécifique avec un biais très clair. Pour élargir un peu la réflexion, au-delà de cette opposition très nette que la source établit, on pourrait peut-être se poser une dernière question. Oui. La source oppose frontalement l'IA dépense de capital et le Bitcoin préservation de capital. Mais que se passerait-il si ces deux forces, au lieu de s'affronter jusqu'à ce que l'une gagne, finissaient par coexister, voire par s'intégrer, se renforcer mutuellement? Quelles pourraient être les conséquences de ça? Intéressant. Ou alors, si on suit la logique de la source sur l'impossibilité de la révolte dans un monde blockchainisé, quelle nouvelle forme de régulation, de contre-pouvoir ou même de contestation pourrait émerger pour éviter cette solidification des statuts économiques et sociaux qu'elle annonce? Voilà, peut-être de quoi nourrir nos propres réflexions après ça.